Klaus Grabowski a été abattu à bout portant juste devant le juge. Par une chaude journée d'été, 200 femmes se sont réunies et ont poignardé Aku Yadav à mort dans la salle d'audience. Il existe de nombreuses histoires horribles concernant la justice rendue dans les salles d'audience, et nous en avons dressé une liste. Aku Yadav. Notre première histoire nous emmène dans les bidonvilles de Nagpur, dans l'état du Maharashtra, où un monstre s'est fait passer pour un homme pendant plus d'une décennie. Aku Yadav, un gangster indien notoire et violeur en série, a été lynché par une foule d'environ 200 femmes dans une salle d'audience à Nagpur, dans l'état du Maharashtra, le 13 août 2004. Les femmes, qui avaient été terrorisées par les crimes de Yadav pendant des années, l'ont attaqué avec des couteaux, des pierres et de la poudre de piment, le poignardant plus de 70 fois et lui coupant le pénis. Ce lynchage était l'aboutissement d'années de souffrance et de frustration pour les femmes de Kasturba-Nagar, un bidonville de Nagpur où Yadav avait commis de nombreux crimes. L'escalade ultime de sa violence s'est soldée par un meurtre. Yadav a été accusé d'avoir tué au moins 3 personnes, dont une femme nommée Ashabai, qu'il a brutalement assassinée devant sa fille de 16 ans. Cet acte d'une cruauté indescriptible a démontré que sa dépravation n'avait aucune limite, qu'il était prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir et de contrôle. Pendant des années, la communauté a souffert en silence, prisonnière de la pauvreté, de son statut social et d'un système qui semblait incapable de la protéger. Mais tout règne de terreur doit finir par prendre fin, et la fin de Yadav allait être aussi violente que la vie qu'il avait menée. Le jour du lynchage, Yadav a été conduit au tribunal pour une audience. Alors qu'il était présenté devant le juge, un groupe de femmes, apparemment mené par l'une des victimes de Yadav, l'a attaqué avec des couteaux, des pierres et d'autres objets. L'attaque a été rapide et brutale. Yadav a été poignardé à plusieurs reprises et laissé pour mort. Le lynchage d'Aku Yadav a suscité des réactions mitigées, certains saluant les femmes comme des héroïnes pour avoir pris la justice entre leurs mains, tandis que d'autres ont condamné la violence. Cette affaire a mis en évidence les défaillances du système judiciaire indien et la nécessité d'un soutien et d'une protection accrue pour les victimes de crimes, en particulier les femmes et les enfants. Alors que Yadav terrorisait toute une communauté par le biais du crime organisé, notre prochain prédateur opérait de manière plus ciblée, s'attaquant à des enfants individuels avec une précision chirurgicale au cœur de l'Allemagne. Klaus Grabowski. Passant des bidonvilles chaotiques de l'Inde à la société ordonnée de l'Allemagne des années 1980, nous découvrons une affaire qui a choqué une nation et suscité des débats sur la justice qui se poursuivent encore aujourd'hui. Klaus Grabowski était un boucher de 35 ans dont le métier consistant à découper la viande s'est révélé être une sinistre prophétie de sa véritable nature. Contrairement au règne de terreur exercé par Yadav sur l'ensemble de la communauté, la cruauté de Grabowski se concentrait sur les victimes les plus vulnérables, les enfants, ce qui rendait ces crimes encore plus odieux en raison de leur dépravation ciblée. Klaus Grabowski a enlevé, maltraité et assassiné Anna Bachmeier, âgée de 7 ans, en mai 1980. Mais ce qui rendait cette affaire particulièrement troublante, c'était le passé criminel de Grabowski, qui révélait une défaillance du système qui allait avoir des conséquences catastrophiques. Grabowski avait déjà été condamné pour avoir maltraité 2 jeunes filles et avait subi une castration chimique, qu'il avait ensuite annulée grâce à un traitement hormonal. Ce détail révèle une défaillance du système aux proportions catastrophiques. Un prédateur connu avait eu la possibilité de récidiver, et une enfant innocente en avait payé le prix ultime. La mère de la jeune Anna, Marianne Bachmeier, s'est retrouvée plongée dans un cauchemar qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer. La perte de sa fille dans un crime aussi brutal l'a laissée dévastée, mais plus encore, elle l'a rendue déterminée à obtenir justice. Cependant, la justice rendue par le système judiciaire conventionnel n'avançait pas assez vite pour apaiser le cœur brisé d'une mère, et celle-ci allait bientôt prendre les choses en main de la manière la plus dramatique qui soit. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des actes de justice populaire les plus célèbres de l'histoire moderne. Le 6 mars 1981, pendant le procès de Grabowski, Marianne a introduit clandestinement un Beretta 70 dans la salle d'audience et lui a tiré 6 balles dans le dos, le tuant sur le coup. La salle d'audience a été plongée dans le chaos lorsque le monstre qui avait détruit la vie de sa fille est tombé raide mort sur le sol, son règne de terreur mis fin par le besoin désespéré de justice d'une mère. Ces actions ont déclenché un débat national sur la justice populaire et l'efficacité du système judiciaire. Certains la considéraient comme une héroïne qui avait fait ce que le système n'avait pas pu faire, éliminer définitivement un dangereux prédateur de la société. D'autres la considéraient comme une criminelle qui avait pris la loi entre ses mains. Marianne a ensuite été reconnue coupable d'homicide involontaire et de possession illégale d'une arme à feu, et condamnée à 6 ans de prison, mais elle n'a purgé que 3 ans avant d'être libérée sur parole. Alors que Grabowski a trouvé la mort dans une salle d'audience allemande aux mains d'une mère en deuil, un autre prédateur d'enfants allait bientôt faire face à une justice similaire, mais cette fois dans un aéroport américain sous l'œil des caméras de télévision. Jeff Doucet. Notre voyage à travers la justice vigilante se poursuit avec une autre affaire qui montre jusqu'où un parent est prêt à aller pour protéger son enfant et obtenir réparation pour des actes impardonnables. Comme Klaus Grabowski avant lui, Jeff Doucet s'en prenait aux enfants, mais sa méthode pour accéder à ses victimes était encore plus insidieuse. Il utilisait sa position d'autorité de confiance pour commettre ses crimes horribles. Jeff Doucet a kidnappé et maltraité Jody Plauché, âgée d'11 ans. Ce crime était déjà suffisamment grave, mais ce qui le rendait encore plus odieux, c'est que Doucet occupait une position de confiance. Il était le professeur de karaté de Jody, quelqu'un à qui la famille pensait pouvoir confier la sécurité et le développement de leur enfant. Au lieu de cela, il a profité de cette confiance pour commettre des actes innommables contre un garçon innocent, trahissant non seulement l'enfant, mais aussi la confiance de toute la famille envers ceux qui étaient censés protéger et guider leurs enfants. Lorsque Gary Plauché, le père de Jody, a appris ce qui était arrivé à son fils, il a été consumé par une rage plus brûlante que n'importe quel feu.
Contrairement à Marianne Bachmeier qui a dû attendre le procès et introduire clandestinement une arme dans la salle d'audience, Gary a eu l'occasion de se venger beaucoup plus tôt et dans un lieu beaucoup plus public. Gary Plauché a retrouvé Doucet à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans et lui a tiré une balle dans la tête, le tuant sur le coup. L'exécution a été rapide, définitive et retransmise en direct à la télévision. Les caméras de télévision capturant le moment où la justice d'un père a été rendue. Ce qui s'est passé ensuite était peut-être encore plus remarquable que le meurtre lui-même, et a montré comment l'opinion publique peut influencer la recherche de la justice. Les actions de Gary ont été considérées comme une réponse justifiée au traumatisme et à la douleur endurée par son fils. Contrairement à Marianne, Gary n'a pas été inculpé pour meurtre, peut-être en raison de la sympathie écrasante du public pour ses actions. Le public a compris qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre de sang-froid, mais d'un père protégeant son enfant de la seule manière qu'il connaissait, et le soutien massif qu'il a reçu a démontré la compréhension de la société face à la rage parentale face à des violations aussi impensables. Alors que Grabowski et Doucet ont tous deux été immédiatement jugés par des parents en colère, notre prochain tueur allait découvrir que même la sécurité supposée de la détention préventive ne pouvait le protéger des conséquences de ses actes lorsque ses codétenus ont décidé de rendre leur propre justice. Aymen Terkmani. Nous nous tournons maintenant vers l'Australie, où même la sécurité supposée de la détention préventive n'a pas pu protéger un meurtrier des conséquences de ses actes. Contrairement à la justice expéditive qui a coûté la vie à Grabowski et Doucet, le sort d'Aymen Terkmani a été scellé par la haine tenace de ses codétenus, qui n'ont jamais oublié ce qu'il avait fait. À seulement 24 ans, Aymen Terkmani a été incarcéré pour plusieurs meurtres, mais la prison n'avait aucune pitié pour les hommes comme lui. Même en détention préventive au centre correctionnel de Lithgow, il a rapidement compris qu'il n'y avait pas de sécurité derrière ses murs. Les autres détenus le méprisaient pour ce qu'il avait fait, et peu importe le nombre de portes verrouillées, certaines rancunes ne s'estompèrent jamais, et certains hommes n'oublièrent jamais. La prison a son propre écosystème, ses propres règles et sa propre forme de justice. Même isolé de la population générale, Terkmani allait découvrir que la haine avait le don de s'infiltrer à travers les barrières les plus solides, et que la détention préventive ne faisait que retarder l'inévitable lorsque les détenus étaient déterminés à appliquer leur propre forme de justice. Des années plus tôt, il arpentait les rues de Sydney, en Australie, comme n'importe quel autre homme, mais en 2015, son nom est devenu synonyme de dégoût. Il avait maltraité et assassiné un garçon de 16 ans. Le crime était si troublant, si insensé, qu'il a provoqué une onde de choc dans une nation déjà endurcie à la violence. Ce n'était pas un crime passionnel ou désespéré, mais le mal à l'état pur déguisé en être humain, le genre d'acte qui condamne une personne à mort, même parmi les criminels endurcis. À 24 ans, il a été arrêté et à l'issue du procès, le juge s'est assuré qu'il ne serait plus jamais libéré. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui garantissait qu'il passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. Même en prison, le châtiment n'était pas terminé. Les détenus avaient leur propre sens de la justice et une fois à l'intérieur, le passé d'un homme pouvait faire de lui une cible, comme ce fut le cas pour Terkmani. En septembre 2024, son passé l'a finalement rattrapé lorsqu'un autre détenu a réussi à l'atteindre et l'a poignardé à plusieurs reprises dans sa cellule. Les gardiens l'ont trouvé trop tard et bien que son meurtrier n'ait jamais donné de raison, tout le monde savait déjà pourquoi cela avait été fait. Terkmani a été poignardé à mort dans sa cellule, une fin appropriée pour un prédateur. Justice avait été rendue, non pas par l'État, mais par ceux qui comprenaient que certains crimes exigent une punition ultime. Si la mort de Terkmani est survenue après des années de détention préventive qui ont finalement échoué, notre prochain tueur allait découvrir que même la célèbre prison d'État de Folsom ne pouvait pas le protéger longtemps lorsque d'autres détenus ont décidé que son heure était venue. Tor Nils Christiansen. De l'Australie, nous nous rendons en Californie où un autre jeune tueur allait découvrir que les murs de la prison n'offrent aucun refuge à ceux qui s'en prennent aux innocents. Contrairement à Terkmani, qui avait eu des années pour méditer sur son sort en détention préventive, le séjour derrière les barreaux de Tor Nils Christiansen allait être brutalement écourté. Cet Américain d'origine danoise était censé passer le reste de sa vie derrière les barreaux, enfermé à la prison d'État de Folsom en Californie, où personne n'aurait plus jamais à le craindre. À seulement 23 ans, il avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, son avenir réduit à rien d'autre qu'au mur de la prison et au poids de ses propres crimes. Les crimes de Tor Nils Christiansen étaient particulièrement effrayants en raison de leur nature calculée et de sa capacité à exploiter la vulnérabilité des femmes sur la route. Quelques années plus tôt seulement, il parcourait les autoroutes de Californie à la recherche de victimes avec une cruauté sans pareille. Entre 1976 et 1979, il ciblait des autostoppeuses, leur proposant de les conduire pour ensuite les abattre, les maltraiter et les démembrer. Sa méthode était aussi froide qu'efficace. Il s'attaquait à des femmes vulnérables qui avaient simplement besoin d'un moyen de transport, transformant leur confiance en condamnation à mort. Il était méthodique, prudent et, pendant un certain temps, il semblait intouchable. Mais peu importe à quel point un tueur pense être prudent, une seule erreur suffit. L'une de ses victimes, Lydia Preston, a survécu. Elle n'a jamais oublié son visage. Puis, en 1980, elle l'a aperçu dans un bar, assis là comme s'il n'avait rien fait de mal. Dès qu'elle l'a vu, elle a su. Elle a alerté la police et, en quelques heures, Christiansen était arrêté. L'épreuve était accablante. Il a été condamné à la prison à vie, un sort bien meilleur que celui qu'il avait réservé à ses victimes. Mais la justice carcérale agit rapidement lorsqu'elle décide de frapper. Un an seulement après sa condamnation, le 30 mars 1981, Christiansen a été poignardé à mort dans la cour de la prison par un autre détenu. Son meurtrier n'a jamais donné de raison, mais dans un endroit comme Folsom, aucune explication n'était nécessaire. Certains hommes ne peuvent pas vieillir derrière les barreaux. Le prédateur de l'autoroute était devenu la proie. Sa vie s'était terminée par la
même violence qu'il avait autrefois infligée à d'autres. Alors que Christiansen a trouvé la mort dans la cour de la prison après seulement 1 an, notre prochain sujet a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à son sort avant que la justice pénitentiaire ne le rattrape finalement. Mais lorsque cela s'est produit, la violence a été tout aussi brutale et définitive. Jeffrey Dahmer. Peut-être aucun nom sur notre liste n'est aussi tristement célèbre que celui de notre prochain sujet. Un homme dont les crimes étaient si grotesques, si profondément dépravés, qu'ils ont choqué même les enquêteurs les plus endurcis. Alors que Thor Christiansen tuait rapidement sur les autoroutes, les crimes de Jeffrey Dahmer ont été commis dans la sécurité supposée de son appartement de Milwaukee, où ses victimes ont subi des horreurs inimaginables avant que la mort ne les emporte finalement. Surnommé le cannibale de Milwaukee, Dahmer n'aurait jamais imaginé finir lui-même en proie à la prison, pas à 34 ans. Après plus d'une décennie de terreur, après avoir pris 17 vies, sa série de meurtres a pris fin. Il a été condamné à 16 peines d'emprisonnement à perpétuité, soit un total de 941 ans, à la Columbia Correctional Institution dans le Wisconsin. L'histoire de Jeffrey Dahmer est celle d'une horreur croissante qui a commencé par des transgressions apparemment mineures et a culminé dans des actes qui défient l'entendement humain. Pendant des années, Dahmer a été un prédateur à la vue de tous. Il était calme, maladroit et insignifiant, le genre de personne que personne ne soupçonnerait. Mais derrière les murs de son appartement de Milwaukee, il vivait ses désirs pervers. Il attirait des jeunes hommes et des garçons en leur proposant de l'alcool, de l'argent ou simplement un endroit où passer du temps. Une fois à l'intérieur, il les droguait, les étranglait, puis commettait des actes innommables sur leur corps. Il conservait les crânes comme trophées, prenait des photos dérangeantes et allait même jusqu'à manger certaines de ses victimes. Il a réussi à échapper à la justice pendant des années. Même lorsque ses voisins se plaignaient de l'odeur nauséabonde qui émanait de son appartement, il avait toujours une excuse. Mais le 22 juillet 1991, tout a changé. L'une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper et a conduit la police directement à la porte de Dahmer. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était inimaginable. Les agents ont trouvé des têtes coupées dans le réfrigérateur, des restes humains conservés dans des conteneurs et des photos dérangeantes. Même en prison, Dahmer est resté impénitent, ne montrant que peu de remords pour les vies qu'il avait détruites. Mais la prison a sa propre façon de rendre justice à ceux qui commettent les crimes les plus odieux. 3 ans après le début de sa peine, le passé de Dahmer l'a rattrapé. Le 28 novembre 1994, alors qu'il nettoyait les toilettes de la prison, il a été attaqué par un codétenu, Christopher Scarver, avec une barre de métal. Ses blessures étaient graves et, peu de temps après, Dahmer rendit l'âme. C'est ainsi que s'acheva l'histoire du cannibale de Milwaukee. Alors que les crimes de Dahmer consistaient à torturer et à cannibaliser ses victimes en privé, notre prochain tueur a utilisé sa position dans les hôpitaux pour mettre fin discrètement à des vies, ce qui le rendait peut-être encore plus insidieux dans sa capacité à tuer sans être détecté pendant de nombreuses années. Donald Harvey. Les couloirs des hôpitaux devraient être des lieux de guérison, des sanctuaires où les malades viennent se rétablir et où les blessés trouvent du réconfort. Mais pour notre prochain sujet, ces couloirs sont devenus le terrain de chasse d'un prédateur qui a utilisé sa position de confiance pour assouvir son besoin malsain de contrôler la vie et la mort. Contrairement aux meurtres chaotiques et grotesques de Jeffrey Dahmer, ceux de Donald Harvey étaient méthodiques, silencieux et dissimulés derrière la façade des soins médicaux. On l'appelait l'ange de la mort, mais c'est en prison que la mort l'a rattrapé. Enfermé à l'établissement correctionnel de Toledo, dans l'Ohio, Harvey passait ses journées en sachant qu'il ne serait plus jamais libre. À 35 ans, il avait été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ses jours passés à arpenter les couloirs de l'hôpital étant révolus depuis longtemps. Mais même derrière les barreaux, il n'était pas en sécurité. Les crimes de Donald Harvey étaient particulièrement insidieux, car ils exploitaient la confiance ultime. Harvey n'était pas le genre de tueur en série auquel on s'attendait. Il ne se cachait pas dans des ruelles sombres et ne traquait pas ses victimes. Il portait une blouse d'hôpital et se promenait parmi les malades, prétendant prendre soin d'eux. À seulement 21 ans, il a commencé à empoisonner des patients dans le Kentucky et l'Ohio en utilisant du cyanure, de l'arsenic et de l'insuline. Certaines de ses victimes étaient déjà mourantes, mais d'autres ne l'étaient pas. Cela lui était égal. C'est lui qui décidait quand leur heure était venue. La nature calculatrice de ces meurtres était effrayante. Alors que les crimes de Dahmer étaient chaotiques et motivés par des désirs pervers, ceux de Harvey étaient froidement méthodiques, exécutés avec une précision clinique dans des environnements où la mort était monnaie courante et rarement remise en question. Pendant des années, personne ne s'en est aperçu. Il tuait discrètement, ses crimes étant dissimulés derrière les murs de l'hôpital. Mais en 1987, une erreur a tout fait basculer. L'autopsie de John Powell, un patient décédé sous sa garde, a révélé des niveaux mortels de cyanure. Les enquêteurs ont découvert une vérité horrible. Harvey a ensuite avoué avoir tué 87 personnes, mais il n'a été condamné que pour 37 meurtres. Même après son arrestation et sa condamnation, Harvey n'a montré aucun remords pour ses actes, affichant le même détachement froid qui lui avait permis de tuer tant d'innocents. En prison, il n'a montré aucun remords. Il a admis qu'il aimait regarder les patients mourir. Mais le 28 mars 2017, le détenu James Elliott a fait irruption dans sa cellule et l'a sauvagement battu. 2 jours plus tard, il était mort d'un grave traumatisme crânien. Alors que l'identité de Harvey en tant que tueur a été définitivement établie grâce à ses aveux et aux preuves, notre prochain sujet a emporté ses secrets dans la tombe, laissant les enquêteurs et le public se demander à jamais s'il était vraiment le monstre qu'il prétendait être. Albert de Salvo. Au début des années 1960, Boston était une ville en proie à la terreur. Les femmes vivaient dans la peur, vérifiant 2 fois leur serrure et regardant par-dessus leur épaule alors qu'un tueur fantôme rôdait dans les rues, faisant des victimes les unes après les autres dans un règne de terreur qui allait faire de lui l'un des serial killers les plus notoires d'Amérique.
Contrairement aux meurtres discrets commis par Donald Harvey dans les hôpitaux, les crimes du Boston Strangler ont terrorisé toute une ville, créant un climat de peur qui a duré des années. DeSalvo est resté un mystère, jusqu'à ce que la mort le rattrape peu après son incarcération. À 31 ans, il avait été condamné à la prison à vie, mais pas pour les crimes qui l'avaient rendu tristement célèbre. Il avait avoué être l'étrangleur de Boston, l'homme derrière les meurtres brutaux de 13 femmes entre 1962 et 1964, mais les tribunaux ne l'ont jamais officiellement condamné pour ces meurtres. Cette incertitude l'a suivi jusqu'à sa tombe, faisant de son affaire l'une des plus controversées de l'histoire criminelle. L'affaire Albert DeSalvo reste l'une des plus controversées de l'histoire criminelle. Certains pensaient qu'il disait la vérité, tandis que d'autres pensaient qu'il n'était qu'un menteur en quête de notoriété. Mais qu'il ait été le véritable meurtrier ou non, c'est en prison que son histoire s'est terminée. La vérité sur sa culpabilité ou son innocence mourra avec lui, laissant les enquêteurs et le public s'interroger à jamais sur la véritable identité du Boston Strangler. DeSalvo n'était pas un innocent. Il avait été arrêté en 1967, mais pas pour meurtre, pour maltraitance et vol. Pendant sa détention, il a soudainement avoué les crimes du Boston Strangler, fournissant des détails effrayants sur les victimes et la manière dont elles étaient mortes. Ces aveux étaient détaillés et troublants, correspondant à de nombreux détails de la scène du crime qui n'avaient pas été rendus publics, ce qui donnait de la crédibilité à ses déclarations. Mais la prison ne fait pas la distinction entre les coupables et les vantards lorsqu'il s'agit de rendre sa propre justice. Le 25 novembre 1973, DeSalvo a été poignardé à mort dans sa cellule. Son meurtrier n'a jamais été identifié, mais des rumeurs ont couru selon lesquelles il avait été réduit au silence parce qu'il en savait trop. Certains mystères ne sont jamais résolus. DeSalvo a emporté tous ses secrets dans la tombe, ne laissant derrière lui que des questions et les familles des victimes qui ne sauront jamais avec certitude si justice a vraiment été rendue. Si la culpabilité réelle de DeSalvo restait incertaine, les crimes de notre prochain tueur étaient indéniables, même si ses vantardises sur l'étendue de sa carrière meurtrière se sont révélées aussi peu fiables que sa capacité à échapper à la justice. Donald Leroy Evans. Les autoroutes américaines s'étendent à l'infini à travers le continent, reliant les villes et les villages dans un vaste réseau d'asphalte et de béton. Si la culpabilité d'Albert DeSalvo restait discutable, les crimes de Donald Leroy Evans étaient indéniables, même si ses déclarations sur leur ampleur s'avérèrent aussi peu fiables que son mode de vie nomade. Peu importe la distance parcourue par un tueur, son destin finit toujours par le rattraper, parfois dans une salle d'audience, parfois derrière les murs d'une prison. À la prison d'État du Mississippi, mieux connue sous le nom de Parchman Farm, Donald Leroy Evans s'est retrouvé piégé dans un endroit aussi impitoyable que lui-même l'avait été. Autrefois vagabond parcourant plusieurs États, il était désormais condamné à perpétuité, avec une peine qui fut ensuite commuée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais même une peine censée durer éternellement ne devait pas durer longtemps. Parchman Farm avait la réputation d'être l'une des prisons les plus dures d'Amérique, un endroit où même les hommes les plus forts pouvaient être brisés par la brutalité du quotidien, ce qui en faisait une destination finale appropriée pour un homme qui avait causé tant de souffrance. Il affirmait avoir tué plus de 70 personnes, mais les enquêteurs ne purent prouver que 3 meurtres. Sa chute survint en 1991 après qu'il eut enlevé, maltraité et assassiné Béatrice Louise Roots, une fillette de 10 ans, dans le Mississippi. Ce crime scella son destin. Le meurtre d'une enfant mobilisa des ressources et attira une attention que ses crimes précédents n'avaient pas suscité. Et le filet se referma enfin sur le tueur errant qui avait réussi à échapper à la justice pendant si longtemps. À seulement 35 ans, Evans a été arrêté et cette fois, il n'a pas pu échapper à la justice. Il a avoué des dizaines de meurtres, mais on ne sait pas s'il disait la vérité ou s'il cherchait simplement à attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, le juge lui a infligé la peine la plus sévère possible, la mort. Mais après des recours juridiques, sa peine a été réduite à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il ne serait plus jamais libre. La justice carcérale, cependant, n'attend pas les appels ou les subtilités juridiques. Le 5 janvier 1999, alors qu'il prenait sa douche dans les locaux de la prison, Evans a été poignardé à plusieurs reprises par un autre détenu. Son meurtrier n'a jamais été identifié, mais personne n'a versé de larmes pour cet homme qui se vantait autrefois d'avoir pris tant de vies innocentes. Le dernier voyage du vagabond s'est terminé dans une cabine de douche, son règne de terreur mis fin par quelqu'un qui a décidé que le monde serait meilleur sans lui. Alors qu'Evans affirmait être un tueur prolifique dans plusieurs états, notre dernier sujet limitait ses activités à un tronçon spécifique de l'autoroute californienne, transformant une artère de transport majeure en un piège mortel pour les femmes vulnérables à la recherche d'un moyen de transport. Roger Kibé. Notre dernière histoire nous emmène sur l'Interstate 5 en Californie, une autoroute majeure qui traverse l'État du Mexique au Canada. Pour des millions de voyageurs, c'est une artère de transport vitale. Mais pour les femmes voyageant seules à la fin des années 1970 et dans les années 1980, elle est devenue un couloir de la mort patrouillé par un tueur méthodique qui transformait les actes de gentillesse en occasion de meurtre. Contrairement à Donald Leroy Evans, qui errait au hasard à travers le pays, Roger Kibé concentrait ses activités sur une zone géographique spécifique, ce qui le rendait à la fois plus prévisible et plus dangereux pour les femmes de son territoire de prédilection. Certains tueurs pensent que la prison est leur punition, mais pour des hommes comme Roger Kibé, le véritable jugement vient souvent de ceux qui sont enfermés à leur côté. À la prison d'État de Mule Creek en Californie, Kibé a passé ses dernières années en sachant qu'il ne serait plus jamais libre. Condamné à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, il n'avait aucun avenir au-delà des murs de la prison. Mais pour un homme qui avait passé des
des années à traquer des femmes le long de l'autoroute M5, c'était un sort approprié. Les rues de Californie n'étaient plus son terrain de chasse. La prison était devenue sa destination finale, un endroit où ses victimes pouvaient enfin reposer en paix, sachant que leur meurtrier ne ferait plus jamais de mal à personne. Les crimes de Roger Kibé se caractérisaient par leur nature calculée et sa capacité à exploiter la vulnérabilité des femmes sur la route. Kibé, connu sous le nom de l'étrangleur de l'I5, n'a commencé à tuer qu'à l'âge de 40 ans, mais lorsqu'il s'est lancé, il a rattrapé le temps perdu. Entre 1977 et la fin des années 1980, il a traqué les jeunes femmes vulnérables sur les autoroutes désertes. Il leur proposait de les conduire, gagner leur confiance, puis les étrangler avant de se débarrasser de leur corps. Son entrée tardive dans le monde des meurtriers le distinguait de nombreux tueurs en série qui commencent leur carrière beaucoup plus tôt dans leur vie. Sa méthode était aussi cruelle qu'efficace. Il s'attaquait à des femmes seules, vulnérables et ayant besoin d'aide. Des autostoppeuses, des femmes dont la voiture était en panne ou celles qui cherchèrent simplement un moyen de transport sûr. Il se présentait comme un bon samaritain, mais ne révélait sa véritable nature qu'une fois ses victimes piégées dans son véhicule, transformant leur désespoir en une erreur fatale. Pendant des années, les meurtres sont restés non élucidés, mais les progrès de la médecine légale ont fini par le rattraper. En 1991, à l'âge de 50 ans, des preuves ADN l'ont relié à plusieurs affaires classées sans suite, et sa vie secrète de tueur en série a été dévoilée. Aucun procès n'a pu le sauver. Il a été condamné à passer le reste de sa vie en prison, un endroit rempli d'hommes qui n'avaient aucune pitié pour les tueurs comme lui. Le 28 février 2021, son propre compagnon de cellule, Jason Boudreau, a pris les choses en main. Kibé a été retrouvé étranglé à mort, et Boudreau a avoué plus tard, déclarant qu'il voulait débarrasser le monde des prédateurs. Au final, l'étrangleur de l'I5 a connu le même sort que ses victimes. Le prédateur de l'autoroute avait atteint sa destination finale, éliminé par quelqu'un qui croyait que certains crimes méritaient la punition ultime, mettant ainsi un terme violent à notre voyage à travers la justice pénitentiaire. Merci d'avoir regardé, découvrez d'autres cartes à l'écran.